Bonjour, Matteo Merzagro de l'association TRAS. TRAS est une association de culture scientifique qui a comme objet au cœur le fait qu'en étant dans la société de la connaissance, on se rend compte que la connaissance peut être un instrument d'émancipation ou un instrument d'exclusion et d'oppression, et donc faire en sorte que ça soit plutôt un instrument d'émancipation que le contraire. Ça, c'est notre mission. On a plusieurs activités, dont une, c'est l'animation d'un espace culturel, qui c'est l'espace Pierre-Gilles Desgènes, l'espace culturel de l'université PSL et de l'SPCI Paris, et un projet qui s'appelle les Fabriques, c'est les macro-projets, c'est-à-dire on a un projet qui essaye de lier la médiation numérique et la question du handicap, et de projets d'action de terrain. Ce dont je vais parler, c'est essayer de parler, c'est de proposer un lien fort entre les questions d'inclusion sociale et les questions de fake news. J'ai déjà présenté TRAS avec ces trois formes d'expression principales, l'espace Pierre-Gilles Desgènes, il fabrique les atomes crochus. Ce qu'on fait, c'est en gros de l'animation des terrains, de la formation, de la réflexion et aussi du conseil, des expos, des choses pour les autres. Donc je vais partir un peu du côté plus réflexion avec quelques considérations qui viennent de ce matin. Donc j'aime bien réagir sur les points. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on a souligné le fait que attention à parler de fake news comme d'un objet unique, indifférencié, qui est le seul. Il y a beaucoup de différences qu'on peut faire pour nous, pour le travail, pour ce que je vais raconter après. Je pense que c'est très important de faire une différence entre pardon pour une terminologie peut-être un peu pas claire, mais une fake qui viennent parfois de l'ignorance, d'une diversité culturelle, d'une autre façon de regarder le monde, qu'on peut critiquer, qu'on peut estimer dangereux, mais c'est juste une autre façon, et celles qui viennent par un dessein de pouvoir, par un dessein de conquête un marché, vendre un produit, gagner des élections ou un référendum. Là, il y a Philip Morris qui paye des gens, qui fait circuler des informations pour pouvoir continuer à vendre 40 ans de plus leurs cigarettes. Ce n'est pas la même chose de quelqu'un qui, dans un réseau social, se retrouve et discute, et oui, elle dit que la lumière rouge, la lune rouge, c'est parce que Mars, je pense que c'est très important de ne pas mélanger les deux plans. C'est un combat différent. D'un côté, c'est un combat vraiment politique. Il y a des gens qui, pour des intérêts personnels, distribuent des fake news. Ceux qui ont suivi les élections de Bolsonaro au Brésil, c'est impressionnant. C'est-à-dire que s'il y a eu des messages qui disaient que les universitaires distribuaient des biberons avec la capsule en forme de pénis pour habituer les jeunes à l'homosexualité. C'est fait explicitement pour conquérir les élections, et dans une société analphabète pour une bonne partie de la population, ce message est passé à gagner les élections avec des informations fausses. Ça, c'est une chose. Quel est le vrai problème là-dedans? C'est que les deux se nourrissent. C'est-à-dire que le plus on a une fake qu'on laisse passer pour diversité culturelle, etc. Les plus, ça va être puissante, l'utilisation par des gens qui ont des objectifs spécifiques, d'utiliser cette méthodologie qu'il y a 20 ans, je crois que l'idée qu'on peut gagner de l'élection en envoyant des flyers avec un biberon, avec le truc en forme de pénis, on dit, mais bon, voilà, c'est du cartoon, c'est du dessin animé. Ben non. Parce qu'il y a eu et d'un côté, il y a un combat qui est éminemment culturel, donc avec beaucoup de respect pour l'interlocuteur. De l'autre côté, on a un combat qui est, pardon, politique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un combat qui doit être irrespectueux, même parfois violent. Et je crois que c'est important de garder cette différence, à notre avis, en tout cas. La prochaine slide, c'est juste pour vous donner trois références que je veux juste partager. C'est des gens, bon, on a ici deux auteurs, Joël et Olivier, qui ont beaucoup été anticipateurs aussi de ces travaux, hein, mais là, c'est ceux sur lesquels on se base maintenant. Emily Dawson, qui a fait une recherche très très poussée pendant 5 ans, un doctorat, plus pas mal d'années de recherche, et maintenant, depuis cette année, un livre sur les publics des centres des sciences et des centres culture des scientifiques, pour montrer à quel point certaines communautés recevaient une énormité de messages très exclusifs, qui en gros étaient lus comme on est là pour vous démontrer que tout ce qu'on va dire, c'est pas pour vous. Et je suggère la lecture d'une zine qu'elle a fait dessiner à une amie, parce que le livre, bon, chez nous, il y a une personne qui l'a lu dans notre équipe.
ouais, on est des praticiens, on ne peut pas dédier le temps qu'il faut pour lire un livre de ces sortes-là. Mais la zine en 50 pages, c'est une vingtaine de pages, même pas, et en bande dessinée, un graphic novel, comment ça s'appelle, voilà. C'est extrêmement intéressante. Et donc, tenir compte du fait que bon, je vais y revenir après. Nina Simon, c'est l'ancienne directrice du musée de Santa Cruz, maintenant c'est mis en indépendant. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Art of Relevance. C'est le premier qu'elle a fait, il était en libre distribution, celui-là il faut payer. Bon, pas cher, mais c'est... Et sur les faits, sur l'importance de s'assurer que les messages qu'on est en train de proposer quand on fait une activité culturelle soient relevant pour les publics auxquels on parle. J'utilise le mot anglais parce que relevance, ça veut dire pertinence et importance, les deux. Ça ne dérive pas de pertinence, ça dérive de relevance. C'est élevé pour mieux voir. Ça, c'est la racine. Et c'est un travail, je trouve, remarquable. Plus que les livres, qui est moyenne, parce qu'il est un peu américain, les speeches, on le trouve, elle a fait des TED Talks, des trucs comme ça, sont excellentes. Et aussi une chercheuse qui a un peu repris certains de ses travaux à l'ENS de Lyon, Clémence Perronnet. Dans notre travail, on estime que la prise de conscience de la part de ceux qui font de la médiation, de tous les systèmes qu'on met en place et qui ont un facteur exclusif vis-à-vis de nos publics, sont ceux qui vont nourrir de plus en plus la diffusion de l'absence d'esprit critique ou de le choix de croire à des choses qui peut-être n'ont pas les fondements scientifiques qu'on estime. Et j'ai utilisé les mots « choisir de ne pas croire ». Une des choses qui dit Emily Dawson, là j'ai pris une des slides de la zine, c'est elle a vu que ces visiteurs, appartenant à des communautés très différentes, peut-être presque analphabètes, peut-être venant de pays différents, elle a fait un gros travail anthropologique sur ça, ils se retrouvent dans une description où ils ont des offres différentes devant eux, dont certaines, elles sont fortement relevantes, de pratiques qui correspondent à leurs besoins, à leurs questionnements, à leurs désirs, à leurs besoins d'information et de culture aussi, et d'autres, typiquement celles qu'on propose dans les centres des sciences, auxquels j'appartiens, hein, donc qui sont exclusives, off-putting, irrelevant, et sont proposées et qui n'ont... Notre tendance, c'est de dire, on s'est mal trompé, on leur a mal communiqué, ils ne savaient pas. Et son travail, après 5 ans d'études, c'est de dire, mais non, ils ont choisi. Ils ont choisi de ne pas venir, de ne pas aller dans ce sens-là, parce que c'est irrelevant pour eux. Ce n'est pas ce dont ils ont besoin. On n'a pas travaillé sur la relation aux besoins de nos publics, et donc, ils ont tout simplement choisi, non par ignorance, mais par choix libre, de ne pas venir là et d'aller ailleurs, dans des choix absolument pratiques. Ces choix-là, souvent, sont des choix de communautaires liés à des traditions, parfois, c'est des fake news. Parfois, ces choix autres qu'ils ont faits, c'est d'aller vers le flottisme, par exemple. Alors, mais pas parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ont choisi, ils ont vu qu'est-ce qu'on proposait en termes scientifiques, ils ont vu ce que quelqu'un d'autre leur proposait en termes de fake news, et ils sont allés là-bas. Donc c'est à partir de cette considération que je crois qu'il faut s'interroger. Donc on m'a demandé d'être sur des cas concrets, donc j'ai 2 minutes, et je vais en faire 2 ou 3. Le premier, c'est un projet qu'on a qui s'appelle Rayon Science, qui est soutenu par la ville de Paris, comme ça je fais aussi le remerciement, je ne vois pas, mais... c'est-à-dire, je le fais très rapidement parce que voilà, c'est pour les temps, investir des boutiques désaffectées dans les quartiers pour une période courte, 6 mois idéalement, avec des centres de sciences pop-up. Quelle est la différence entre l'action musée ou l'action bus de sciences ou activité? On n'a pas la lourdeur et la temple du savoir du musée, et on n'a pas les côtés éphémères du je fais une intervention un jour dans la bibliothèque ou un jour avec un bus de sciences. On se met entre les deux, dans un lieu qui appartient à nos territoires, et que les moments, les périodes de la mise en forme où on le monte, c'est fait avec les gens locaux. Et on insiste pour avoir les médiateurs qui viennent du quartier. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout ce qu'on va faire là-dedans, c'est une réponse au quartier, à ce qui se passe là. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on arrive, on leur ouvre les portes, et soit en disant « venez et voyez ce que j'ai fait, mais moi, dans un coin », ou bien « je viens, j'ouvre, et regardez ce que vous avez fait ». Tout système va bien, hein, mais on pense qu'il y a à investir sur ces types d'activités.
où il y a la co-construction de la relevance. La pertinence est co-construite. IFabrique, c'est un projet où on essaye de mettre ensemble structure handicap, structure d'éducation au numérique et des structures et des Fab Labs. Pour qu'ils se parlent entre eux. Bon, en gros, il y a deux jeunes en situation de décrochage scolaire qui se mettent en lien avec une personne en situation de handicap et ensemble, ils apprennent à résoudre un problème de la situation de la personne handicapée en utilisant un Fab Lab. Je ne sais pas si c'est clair. Une personne tremble, une personne a été éjectée de l'école. Ils se mettent ensemble et la personne éjectée de l'école apprend à utiliser une imprimante 3D et fait un petit entonnoir qui permet à la personne de mettre la clé dans la porte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce système? C'est que la raison d'apprendre, la raison de croire au sens d'apprendre les mathématiques, d'apprendre à programmer, etc., c'est motivé par l'effet que je produis un résultat concret et précis. Bon, je vais rapide parce que j'ai fini le temps. Raconte-moi tes technologies. Un autre projet qui est un peu le même, c'est autour de l'intergénérationnel. C'est-à-dire, on raconte l'histoire des technologies à partir de ce qu'une personne de 8 ans et une personne de 80 ans ont à se dire l'un l'autre par rapport, par exemple, à une cassette. Chacun va explorer ce qu'il sait et essayer de le raconter à l'autre et se rendre compte que les personnes de 80 ans savent beaucoup de choses. Il y a des phrases très belles qu'on a dans les enregistrements et que les gens disent « mais je ne savais pas que je savais tellement de choses, je ne savais pas que cela intéressait ». Je trouve quelque chose de très beau et qu'encore une fois, l'effet d'aller chercher une information, de pouvoir la faire passer, ça passe par un vrai besoin d'échange que ces personnes ont et n'est pas défini, sa pertinence, sa relevance n'est pas définie par nous. C'est défini par la situation et par eux. Dernière chose, le code de la médiation, c'est Cathy, donc je peux ne pas en parler. On fait des formations avec l'écrit aux chercheurs. C'est ce que peut-être je disais ce matin pour ceux qui étaient là. Et après des années qu'on a passé à former les chercheurs à être de bons communicants, on s'est dit, mais peut-être on est en train de complètement, pas se tromper, mais il faut faire aussi autre chose, c'est-à-dire essayer de dire, les chercheurs il ne manque pas d'instruments pour convaincre, pour bien communiquer, pour bien raconter les choses. Il manque d'instruments pour comprendre à qui ils parlent. Et donc on fait tout un travail autour de la culture scientifique pour faire un apprentissage aux chercheurs à écouter le public, à prendre au sérieux toutes les formes d'expression culturelle où sa science peut être représentée d'une forme ou de l'autre, même celle plus loufoque. Donc on va évidemment des Simpsons à l'art contemporain dans le contexte art science. Et donc on pense qu'il y a un besoin de formation qui inverse un peu ces systèmes. Arrêtons d'avoir une science qui essaye de convaincre et faisons ce que la science sait faire le mieux, c'est-à-dire comprendre. Voilà.